Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le débat sur l'inclusion et la mixité dans le jeu vidéo. Donc on retrouve avec nous Alice Bud, Harmonie Fréburger, moi-même, Julien Dubus, Tristan Brandelli de la FFJV et Alexandra de l'équipe BH3 eSport. Alors il y a beaucoup de thèmes et de sujets abordés pendant ce débat. Déjà, voilà, on peut commencer par là. La première chose, les choses qu'on entend depuis de nombreuses années, c'est que le jeu vidéo, c'est un truc de mec. Donc on entend ça depuis longtemps. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui ? Comment est la situation par rapport à ça aujourd'hui et quels sont les projets qui ont été initiés pour ça ? Je pense que la question est pour moi, du coup. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Harmonie Fréburger. Je suis vice-présidente de Women in Games France. C'est une association qui œuvre pour la mixité dans le jeu vidéo et notamment dans le côté professionnel. Et on mène tout un tas d'actions pour soutenir les femmes qui travaillent dans l'industrie, pour orienter les jeunes filles qui auraient envie d'y travailler ou qui ne savent pas qu'elles peuvent y travailler, mais que c'est possible. Et voilà, donc on est une association qui a 5 ans maintenant, qui est présente un peu partout en France, avec des membres dont Alice ici présente, et plein d'autres membres qui nous écoutent, j'espère. Pour répondre à la question, oui, les filles jouent aux jeux vidéo et les femmes travaillent dans l'industrie aussi. Un des premiers chiffres qu'on peut montrer à l'écran sur une infographie qu'on a faite l'année dernière avec Women in Games France, Hello la technique, c'est la première image qui va vous montrer, le suspense est insoutenable, les pourcentages de femmes dans le jeu vidéo. Vous pouvez réfléchir, à votre avis, sur 100 personnes qui travaillent dans l'industrie, combien sont des femmes ? Vous avez été spoilé. En 2021, c'est 22% des personnes qui créent les jeux vidéo, donc qui travaillent dans un studio, qui sont des femmes. Donc 22%, c'est presque un quart. On peut faire mieux, évidemment, et surtout, c'est beaucoup mieux que les années d'avant. Vous voyez sur le graphique, les premiers chiffres qu'on a en 2014, c'est 10,6%. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et la situation s'améliore, mais pour autant, on ne s'arrête pas là et on va continuer de sensibiliser, de parler, de soutenir les professionnels et de les aider à se développer. Est-ce que Alice, tu veux ajouter ? Peut-être aussi, du coup, Alice But, je suis étudiante en école de commerce actuellement. Vous avez peut-être l'impression que ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais on en parlera peut-être plus tard de mon lien avec cette industrie. Du coup, une des premières phrases que tu as dites, c'est oui, les jeux vidéo, c'est pour les garçons, etc. Il faut savoir que 79% des femmes jouent aux jeux vidéo. Un jeu vidéo, c'est pas juste quelque chose qui se passe sur un PC. C'est pas juste. Il faut pas avoir un setup incroyable pour jouer aux jeux vidéo. Votre téléphone suffit, votre tablette suffit, votre ordinateur portable, même que vous utilisez pour les cours, peut suffire. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est en fait très accessible et peut-être qu'on n'a pas tous l'impression de jouer, mais quand vous êtes sur votre Switch, votre PS4, tout ce que vous voulez, en fait, vous jouez aux jeux vidéo et vous participez à cette industrie peut-être même sans le savoir, mais vous y participez. Voilà. Et la moitié des personnes qui jouent sont des femmes et l'autre moitié sont des garçons. Donc même si on n'a pas l'impression, on pense que les personnes qui jouent, c'est que des garçons dans leur chambre entre potes. C'est faux. Les pratiques sont peut-être un petit peu différentes parce qu'on n'ose pas dire qu'on est gameuse quand on est une fille qui joue aux jeux vidéo, mais c'est le cas. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ? Effectivement, donc moi, Alexandra Laniel Fidji, sur Internet. Effectivement, c'est pas simple de dire qu'on est une fille qui joue aux jeux vidéo, surtout quand on joue aux jeux vidéo en ligne. C'est vrai que beaucoup ont dit les jeux vidéo pour les filles, c'est des choses comme des trucs assez enfantins ou très féminins, juste comme de Animal Crossing, des choses comme ça, mais pas des jeux qui peuvent se jouer en compétition, alors qu'il y a vraiment des compétitions de jeux vidéo où il y a des filles. Il faut que les filles, justement, essayent de s'imposer. Et pour ça, il y a certaines LAN, justement, qui ont essayé de créer des ligues féminines, justement, pour inciter les femmes à plus s'inscrire dans les compétitions de jeux vidéo, justement. Mais après, effectivement, personnellement, je trouve pas que ce soit vraiment une bonne idée. Enfin, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour celles qui veulent se mettre à la compétition. Mais après, les jeux vidéo, c'est pas comme comment dire ?
comme le sport physique où effectivement il peut y avoir des différences physiques. Là, les jeux vidéo, on est tous sur un même pied d'égalité et après c'est juste le pourcentage de personnes qui osent se mettre, à mon sens en tout cas, sur les compétitions. Ouais, les ligues féminines, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait assez débat. Alors moi, pour ma part, donc je suis plutôt dans le milieu sportif. Je suis pour et contre à la fois. Parce qu'effectivement, donc il y a des ligues féminines. Alors je suis pour parce qu'effectivement, la réalité, c'est qu'il y a les femmes sont malmenées sur le net. On entend encore beaucoup d'histoires à ce sujet, pas mal de tweets sur les réseaux. C'est pas un secret. Donc je comprends qu'il y ait des ligues féminines qui soient créées justement pour qu'elles soient dans un écosystème plutôt sain et non toxique, pour que justement elles puissent s'initier dans le jeu vidéo. Mais malheureusement, et c'est là où je dis que je suis contre, c'est que si on veut promouvoir justement la mixité, eh bien si on commence à séparer les hommes et les femmes sur le jeu vidéo, on n'a rien compris en fait. Donc c'est très compliqué. J'espère qu'on verra de moins en moins, voire plus du tout, de ligues féminines. Oui. Non, fini, je voudrais rebondir, mais comme j'ai pas le micro, Je voulais te le redonner. Non, vas-y, j'avais fini. Je voulais juste rebondir là-dessus sur les actions qu'on fait chez Women in Games. Parmi ces actions-là, on a des actions sur l'e-sport et on a un incubateur qui va permettre de coacher des joueuses prometteuses pour qu'elles puissent accéder à des ligues professionnelles. Donc c'est du coaching individuel où les joueuses sont sélectionnées sur les jeux sur lesquels on a des partenariats. Et elles vont être coachées pendant 6 mois sur leurs jeux, sur leurs compétences techniques, mais aussi comment est-ce qu'on va participer à des événements, comment est-ce qu'on communique, etc. Et l'objectif, c'est justement qu'elles entrent dans des équipes mixtes pour qu'il y ait plus de femmes justement dans ces équipes professionnelles. Mais en fait, ça implique effectivement de les mettre en confiance et de les accompagner et de les soutenir en fait, dans un premier temps pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Super. Je vais donner le micro à Tristan. Tu n'as pas encore parlé pour l'instant, je lui ai passé. Donc tu es président de la FFJV. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées par rapport à ça? Est-ce que tu veux en parler justement? Alors, est-ce qu'on a mené des actions spécifiques dédiées à la mixité, à l'inclusion des femmes? Mais enfin, on parle de mixité, là, aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes, mais il ne faut pas oublier aussi toute la communauté LGBT, hein, tout ce qui va être transgenre, transsexuel, et tout le reste, il ne faut pas les oublier. La mixité, c'est aussi les lieux et les origines sociales et socio-professionnelles. Mais pour ce qui est de mixité, nous à la FFJV, on n'a pas vraiment d'action phare actuellement. Pourquoi? Parce qu'on manque de moyens. On n'a pas assez de personnes qui souhaitent travailler et s'engager sur ces discussions-là. C'est tout simplement par manque de moyens humains. En revanche, depuis 2021 maintenant, on a rejoint la Fédération internationale d'e-sport, donc l'IESF. Et depuis l'année dernière, ils ont créé une compétition féminine sur le jeu Counter-Strike. Enfin, la compétition, ils sont repris sur le festival Girl Gamer qui existe déjà depuis plusieurs années et ils l'ont inclus au sein des championnats du monde de l'IESF. Et donc pour cela, on a mis en place une équipe de France aussi féminine, donc qui est basée sur une sélection de joueuses. On n'a pas encore assez de connaissances sur la scène féminine. Et le problème, comme disaient justement les collègues, c'est que actuellement, l'IESF se place sur une compétition 100% féminine, mais pour autant, il y a beaucoup de joueuses qui jouent au sein d'équipes déjà mixtes. Et donc, ces joueuses-là ne pourraient pas éventuellement participer à une qualification, qu'elle soit dédiée à des équipes féminines, parce qu'elles sont déjà dans des équipes mixtes et qu'il serait compliqué de refonder encore une autre équipe. Donc on arrive vraiment à un point où il faut se demander, et vous avez très bien soulevé le sujet, dans le jeu vidéo, il n'y a pas cette barrière en fait, de différence de niveau. On sait que dans le sport, c'est vrai que les femmes ont plutôt tendance à avoir des capacités un petit peu inférieures à certains hommes sur un entraînement égal, mais c'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de sportives professionnelles qui ont des niveaux de compétences supérieurs à certains hommes qui, eux, également évoluent dans un système professionnel. Donc il y a ça. Mais dans le sport, on peut voir cette différence. Dans le jeu vidéo, c'est différent. On a un écran et une manette. On a tous le même support, on a tous le même écran, on a tous la même manette, on a tous la même façon de jouer. Il y a la seule différence, c'est la dextérité. Et la dextérité et la capacité cognitive sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme.
des chiffres aussi que j'aimerais rappeler. Tu disais qu'il y avait combien de femmes tu disais que c'était 50-50 dans les personnes qui pratiquaient le jeu vidéo, mais Oui. une statistique qui est bien différente, c'est les femmes qui font de la compétition de l'e-sport aujourd'hui. Oui. On est à 6 ou 7%. Eh bien, le chiffre s'affiche derrière toi C'est actuellement. incroyable. On a différents chiffres, effectivement. Dans l'e-sport, donc dans les pratiques professionnelles, c'est autour de 6 et 7%, effectivement, de femmes. Ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que donc on parle beaucoup de ce qui est mis en lumière, en fait, c'est les grosses teams e-sport, mais il y a aussi derrière toutes les petites associations, toutes les assos qui ne sont pas pros, voilà, qui n'ont pas forcément de financement, on est dans du pur associatif, et je trouve que les assos ont un gros rôle. Donc on est assisté par des fédérations, par les FFJV notamment, mais même si on ne peut pas refaire l'éducation des gens, on a quand même un rôle, nous, association, quand on recrute, quand on a des femmes en fait dans l'association, déjà pour les mettre en avant, pour leur dire que oui, vous pouvez faire de l'e-sport, oui, on peut vous accompagner, et on va essayer de les accompagner tout au long de ce processus, quoi. Et chez Women Games, c'est, on va dire, la mécanique inverse, puisqu'on est une association pour la mixité, et donc on travaille en mixité. On a une majorité de femmes parmi nos membres, mais on a aussi des hommes qui nous aident sur tout un tas de projets. Et donc on considère qu'on peut faire avancer l'industrie du jeu vidéo que quand on travaille ensemble, en fait. Donc dans tous les domaines, il faut qu'on puisse avoir des pratiques qui sont saines pour tout le monde et qui permettent à tout le monde de pouvoir être bien et de pouvoir se développer dans un milieu associatif ou professionnel, peu importe. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Est-ce que on peut demander à la limite dans le public s'il y en a qui ont des questions? Pourquoi pas? Faites pas semblant de regarder vos téléphones, on vous voit. Non. Si. On parlait de structure e-sport, est-ce qu'il y a des femmes justement qui sont à l'origine de structure e-sport, parce que les plus connues comme que ce soit la Gacorp, c'est toujours des hommes qui représentent. Est-ce qu'il y a des femmes qui dirigent, enfin qui sont à l'origine de structures e-sport ou qui sont mis en avant? Tu voulais rajouter quelque chose? Bah justement, pour pouvoir répondre à cette question, donc est-ce que des femmes sont à l'origine d'associations, de structures d'e-sport? Effectivement, il y en a quelques-unes. Moi, j'en connais deux, principalement. J'en connais deux. Après, il y en a beaucoup d'autres. La plupart du temps, ce sont des femmes qui ont exactement le même niveau d'implication qu'un homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, je trouve, après c'est mon avis personnel, que ces deux associations-là qui ont été créées par des femmes, enfin par les femmes que je connais, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais j'ai pas notamment là, cette connaissance, sont vraiment dirigées d'une façon, alors je veux dire, beaucoup plus saine que ce qu'on peut trouver au niveau amateur par certains hommes. Notamment, il y a beaucoup de structures dans les sports, vu qu'on en parle, qui vont être créées par des très très jeunes, qui n'ont vraiment pas du tout de connaissances en matière de gestion associative, en matière de financement, en matière de tout ce qui va avec, qui ne connaissent pas tout à fait les valeurs. Et en revanche, à contrario, ces deux femmes-là, ça va être tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir déposer des statuts, de pouvoir officialiser leur association et leur structure, il y aura vraiment tout qui aura été tablé sur papier, etc. Et ça sera vraiment géré d'une main très saine. Mais je pense que justement, Colette pourra rajouter plus de précision. Oui, je pense que c'est en lien avec quelque chose qu'on observe beaucoup dans les milieux qui sont peu mixtes. C'est que quand on est en infériorité numérique, quand on est la seule femme de son équipe ou quand on est très, très peu nombreuses, on ne se sent pas forcément légitime. On pense qu'on ne peut pas participer à des conférences, qu'on ne peut pas lancer notre business. Alors que c'est faux. Et du coup, peut-être que justement, on va se poser plusieurs fois la question de est-ce que je veux prendre ce risque-là de me lancer et créer mon entreprise, parce qu'on sait que forcément, quand on crée une entreprise, notamment dans le jeu vidéo, on sera peut-être moins crédible, on aura peut-être moins de financement aussi. Il y a tout un système aussi qui va créer aussi des discriminations pour les entrepreneuses, qui va créer des freins en plus. Donc, ça n'a pas que le milieu de jeu vidéo, il y a aussi le fait d'être entrepreneuse. Et ça crée comme ça plusieurs freins, ce qui fait qu'il y a peut-être peu d'entrepreneuses dans le jeu vidéo, peu de femmes à responsabilité, mais il y en a quand même, et il y en a de plus en plus, notamment puisque, comme on a vu tout à l'heure, on a de plus en plus de femmes qui travaillent dans l'industrie.
Donc si elles sont entrées dans l'industrie il y a 5 ans, il y a de grandes chances, et justement on incite avec Women Games que dans 10 ans, dans 15 ans, elles se retrouveront peut-être à la tête d'un studio, ou alors elles créeront leur propre studio. Et c'est un travail vraiment sur le long terme en fait. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête quand on parle de la mixité, c'est que nous, on fait tout ce qu'on peut dans le jeu vidéo, on a beaucoup de choses à déconstruire aussi, comme on disait tout à l'heure, dans la pratique et dans le côté professionnel. Mais en fait, il y a tout le reste, il y a à côté, il y a les parents qui vont peut-être pas encourager les filles à aller à jouer et aussi à faire des carrières dans le jeu vidéo. Il y a la société, il y a le sexisme sur les réseaux, voilà, il y a tout plein de choses malheureusement qui créent des barrières, mais contre lesquelles nous, on agit aussi pour pouvoir aller toujours plus loin en termes de mixité. Est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus, Alice ? Du coup aussi, j'ai entendu parler de la Carmine Corp. C'est vrai que les grosses structures qu'on voit actuellement, elles sont dirigées et représentées par énormément de streamers et de personnes connues en fait sur l'internet. Il faut savoir que les femmes sont beaucoup moins représentées sur la plateforme de Twitch, par exemple. Si tu prends les 100 streamers les mieux payés au monde, dedans il y a 3 femmes. Et je pense que ça en dit long sur tous les problèmes qu'il peut y avoir sur Internet, et aussi sur du coup, la présence et l'importance des femmes sur cette plateforme. Moi, j'aimerais faire quand même un focus de nouveau sur votre association. Déjà, savoir depuis combien de temps ça existe, comment ça a été créé, et surtout, de votre point de vue, comment vous avez vu l'évolution par rapport à il y a... Alors du coup, je ne sais pas quand ça a été créé, mais par rapport... 10 ans, c'est peut-être beaucoup. Mais comment vous arrivez à évaluer l'évolution positive par rapport à aujourd'hui ? Comment vous arrivez à le jauger aujourd'hui ? On en est où, clairement ? Alors, l'association a été créée en 2017, donc on a 5 ans, un petit peu plus maintenant. Elle a été créée par 2 femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo depuis très longtemps, Julie Chalmette et Audrey Leprince, qui ont des postes à haute responsabilité maintenant dans l'industrie. Elles ont fait le constat, elles participaient à un événement professionnel du jeu vidéo, et elles se connaissaient très bien. Elles se sont rendues compte que, en fait, on n'est que 2 femmes, et c'est bizarre parce qu'on sait qu'il y en a plus quand même. On n'est pas toutes seules non plus dans l'industrie. Il n'y a pas que 2 femmes dans l'industrie du jeu vidéo en France. Et du coup, elles ont décidé de travailler ensemble pour créer cette association et créer une dynamique positive, justement. Et donc, l'évolution, c'est ce que je disais tout au début sur le graphique. En 2014, 10,6% de femmes, et aujourd'hui 22%, donc on a doublé en un peu moins de 10 ans. Donc il y a une dynamique très positive dans l'industrie. C'est une dynamique aussi dans toute la société. On parle beaucoup plus aujourd'hui de discrimination, de sujets autour du genre, etc., de l'éducation aussi. Enfin bref, il y a une vraie émergence d'une sensibilité là depuis les 5-10 dernières années. Donc ça participe à améliorer aussi l'industrie. Cette amélioration, elle n'est pas due à Women Games. C'est pas avec une association qu'on peut comme ça faire doubler les chiffres, même si on aimerait beaucoup. Nous, on participe en sensibilisant. On a beaucoup de studios qui sont partenaires de l'association, qui nous aident à faire nos actions, et on va pouvoir proposer des formations pour les professionnels du jeu vidéo, par exemple, des événements de networking pour qu'elles puissent se rencontrer et qu'elles soient un peu plus à l'aise pour parler d'elles-mêmes, se mettre en avant. C'est hyper difficile de chercher un travail quand on est une femme dans le jeu vidéo, parce qu'on n'ose pas dire moi j'ai fait ça, j'ai réussi ça et je cherche ça. C'est le cas dans toutes les industries aussi, mais voilà, on crée des espaces comme ça à la fois de discussion et de soutien, ce qui fait qu'on a de plus en plus de femmes dans l'industrie, de femmes à haute responsabilité aussi. Ce qu'on veut, c'est que par exemple, Alice qui va rentrer dans l'industrie l'année prochaine, on espère que tu seras encore dans 10-15 ans et que tu feras ce qui te plaît, tu auras peut-être évolué de poste. Voilà, on veut aussi favoriser les conditions pour que cette tendance positive reste. Et d'ailleurs, sur le site de l'association, donc womengamesfrance.org, vous pourrez voir à l'écran bientôt le site avec les différentes actions qu'on propose. On a des formations, des ateliers. On a fait hier un atelier booster son profil LinkedIn, voilà, parce qu'on ne sait pas forcément comment se mettre en avant et qu'est-ce qu'il faut marquer sur LinkedIn pour être mieux vu sur LinkedIn. C'est le site, c'est l'autre onglet qu'il faut montrer, l'onglet du site qui n'est pas une image. C'est un site vraiment internet.
Vous pouvez faire échappe en haut à gauche pour quitter cette image et montrer le site. Bon voilà, vous irez voir chez vous, womengamesfrance.org. Il y a tout un tas de choses qu'on met en place pour garder cette dynamique et aller toujours plus loin. Du coup, je vais peut-être prendre la parole en tant que mentee un petit peu Women in Games. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place, notamment LinkedIn. Je trouve que c'est très important. Il se passe énormément de choses sur cette plateforme quand on veut rentrer dans l'industrie. Moi, j'ai passé beaucoup d'entretiens, etc. Et c'est vrai que le message de Women in Games et l'accompagnement que j'ai pu recevoir de l'association m'a vraiment aidé à en fait, prendre confiance en moi et me dire que je méritais ma place dans cette industrie. C'est vrai qu'on m'aurait posé la question il y a 4 ans, j'aurais dit jamais de la vie, je vais là-bas. Jamais de la vie. En fait, il y a tellement de choses bien et tellement d'opportunités. Et c'est pas juste du développement, c'est pas juste du code. Il y a de la 2D, il y a de la 3D, il y a de l'animation, il y a du game design. Les métiers sont tellement larges, en fait, on se rend pas compte. Et même moi, avec un sac à dos d'école de commerce, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de portes qui me sont ouvertes dans la communication, le marketing, la finance, la comptabilité. Et même si c'est des choses qui peuvent paraître très très généralistes, au final, aller dans l'industrie du jeu vidéo, ça peut être un choix. Moi, c'est un choix et une passion. Je me suis décidée à allier ça parce que j'ai envie d'un métier qui me donne du sens. Et je pense que je le trouverai dans cette industrie. Et c'est vrai que l'association m'a beaucoup aidée. Il y a Women in Games France. Moi, je suis partie à l'étranger pour mes études. Et j'ai aussi échangé avec les autres associations Women in Games qui, elles, sont plus internationales. Et donc, du coup, ça donne beaucoup de chance pour le réseau. Voilà. Je trouvais que c'était quelque chose de très positif. Effectivement, je voulais juste rebondir une dernière fois là-dessus. L'industrie du jeu vidéo, c'est des entreprises. Donc, en fait, il y a tout type de métiers, comme il peut y en avoir dans l'aéronautique ou dans l'industrie. En jeu vidéo, il y a de la com, des RH, des finances, l'événementiel. En e-sport aussi, il y a beaucoup de métiers qui se créent, en fait. Dans ce côté-là, il y a une effervescence ces dernières années. Et du coup, il faut profiter du fait qu'il y a ces créations de métiers pour avoir des équipes les plus diversifiées possibles. Et le jeu vidéo, donc c'est à la fois évidemment des entreprises, mais c'est aussi une industrie créative. Et en fait, on a besoin d'avoir des personnes qui viennent de tous horizons pour pouvoir vraiment mélanger les idées ensemble et avoir créer des expériences, des personnages, des jeux qui seront uniques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Et donc, si on crée un jeu avec uniquement un type de personne, il y a de fortes chances que le jeu ne parle qu'à un type de personne. Alors que si on mélange vraiment toutes les idées et qu'on a des personnes de tous horizons dans l'équipe créative, le jeu il va pouvoir toucher un maximum de joueurs et joueuses du monde entier. Donc il faut aussi bien prendre ça en compte quand on parle de la créativité. Quand on a beaucoup plus de diversité dans les équipes, c'est là qu'on a une meilleure créativité. Je crois que tu voulais parler par rapport à la FFJV, par rapport aux actions de protection qui peuvent être mises en place pour les femmes, justement. Alors, c'est pas vraiment par rapport à la FFJV, mais c'est plus, depuis, on peut rebondir un peu sur ce que disaient Harmonie et Alice il y a quelques minutes. On voit l'exemple sur les 100 plus grands influenceurs, les 100 plus gros streamers, il n'y a que 3 femmes. Pourquoi il n'y a que 3 femmes ? Faut se poser la question. C'est pas parce qu'elles ont moins de compétences ou parce qu'elles ont une communauté moindre, c'est parce qu'elles ont peut-être elles vont moins s'impliquer. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de barrières pour les femmes en fait sur ces plateformes-là pour se développer. On sait que la femme est pas que dans le jeu vidéo, mais dans toutes les parties, elle est quand même un peu sexisée, elle est un peu sexualisée plutôt. Et donc du coup en fait il existe maintenant depuis quelques temps des protocoles et des algorithmes qui permettent justement à tout streamer, donc pas forcément une femme, pas forcément un homme ou quoi que ce soit, mais de se protéger, de ne plus avoir accès justement à aux messages de haine, aux messages qui vont leur permettre qui pourraient leur faire arrêter leur passion, et justement ça leur permettra d'encourager. Donc pour pas faire trop de publicité, je peux en citer 2 différents. Donc il y a le système Bodyguard qui existe déjà pour tout ce qui va être un algorithme qui va protéger un petit peu sur les réseaux sociaux. Et très prochainement, vous avez un algorithme complètement français, une équipe française qui a développé un système qui s'appelle SafeBear, qui va faire la même chose, mais qui, à contrario, pourra se plugger vraiment sur toutes les plateformes, c'est-à-dire autant Discord, Twitter, Facebook, Instagram que Twitch ou les autres. Et donc du coup, ça permettra peut-être
j'espère, on verra aux femmes de se lancer et de ne plus avoir peur de lancer, parce qu'elles seront protégées au moins de la vision de la haine qu'elles pourront avoir. Effectivement, c'est important de pouvoir protéger, mais du coup, je m'adresse à tout le public. Si vous avez des personnes dont vous voyez qu'elles insultent des personnes quand elles jouent en ligne, enfin, juste pas quoi. Ne le faites pas, n'insultez pas les gens. Expliquez à vos enfants pourquoi c'est bien d'avoir des comportements respectueux quand on joue en ligne. Il y a aussi une grande part de responsabilité de tout le monde en fait, parce que voilà, on peut tous être un peu stressés quand on joue. Ok, ça peut être compréhensible, mais il y a quand même des limites. Et donc, on met en place des mécanismes pour éviter que ces insultes n'arrivent à la streameuse, mais il faudrait simplement que ces insultes n'arrivent pas. Et donc, vraiment, on a tous notre rôle à jouer, je pense, pour en parler autour de nous et éviter que ça n'arrive. C'est pas parce qu'on est anonyme sur Twitter ou sur Stream qu'on peut avoir ces comportements-là. Et en fait, ça va toucher des vrais êtres humains. Ça, je pense que vous le savez. Mais ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, et d'ailleurs, en parlant d'anonymat sur les réseaux sociaux, il faut savoir que l'anonymat n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si vous vous cachez derrière un pseudo, derrière des VPN, derrière n'importe quoi, on pourra toujours retrouver. C'est-à-dire qu'il y a eu le cas, là, alors j'ai vu ça, j'ai plus le nom de l'influenceur, mais un influenceur qui a 120, 130 000 abonnés, qui a reçu des menaces fut un temps, d'un comportement vraiment très, très toxique envers lui. Alors il y a eu la justice a mis le temps pour intervenir, hein. C'était les propos ont eu lieu il y a 3 ans. Mais voilà, il y a 2-3 jours, le rendu de la cour pénale a eu lieu. Et le fautif s'en a rendu compte à plusieurs milliers d'euros d'amende. Et bon, il n'a pas de prison ou quoi que ce soit. On sait qu'il n'y a pas de place dans les prisons françaises. Mais voilà, donc maintenant, c'est quelqu'un qui va payer quasiment toute sa vie pour avoir tenu des propos racistes, sexistes, homophobes sur Internet. Donc voilà, faut pas se cacher en se disant c'est pas grave, j'ai un compte, je suis anonyme, il se passera rien. Dans tous les cas, la justice arrivera toujours à retrouver le fautif parce qu'il y a toujours une trace sur Internet. Moi, justement, je me permets de revenir par rapport à peut-être des conseils justement pour éviter de se manger cette vague d'insultes qu'on peut recevoir parfois en étant une femme qui joue aux jeux vidéo. C'est tout simplement d'être entourée par exemple une association qu'on peut rejoindre pour jouer avec des personnes qui sont bienveillantes, parce que quand on joue avec des personnes bienveillantes, forcément ça limite les comportements toxiques, et même les influenceuses tout simplement qui sont sur Twitch, souvent elles sont accompagnées par d'autres influenceurs qui on parlait par exemple de Amine justement qui a mis en place justement tout un site internet où il signale une personne sur qui a eu un comportement déviant justement sur une des chaînes Twitch, et en fait elle est signalée sur toutes les zones chaînes justement en disant attention, ce mec là justement il a eu des comportements qui sont pas du tout appréciables. Donc vraiment je pense que la base justement déjà c'est d'être entouré par des personnes bienveillantes, et à partir de là déjà c'est beaucoup plus serein, et même si on est une femme qui a un peu de mal justement de se lancer, pas hésiter justement à demander de l'aide, à demander d'être entouré, et je pense que comme ça permet justement d'être un peu bien. Quelques noms d'associations que vous pouvez rejoindre. Il y a StreamHer qui accompagne les streameuses qui ont envie de se lancer. C'est toute une communauté. Il y a aussi Afrogameuse qui est une communauté de joueuses afrodescendantes, donc qui va sensibiliser à la fois sur le côté sexisme mais aussi le côté racisme, et elles font tout un tas de communications pour valoriser des streameuses notamment afrodescendantes. Il y a des événements où elles jouent entre elles, etc. Et ça permet d'avoir des endroits où on peut se lancer pour la première fois en étant bien entouré. Et il y a certainement d'autres associations, je ne sais pas si vous avez des noms, ne serait-ce que là, les associations e-sport aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est des cadres dans lesquels les femmes peuvent jouer de manière safe? Je vous laisse donner des noms si vous en avez. Tout à fait, oui. Donc, la plupart du temps, comme en revenant tout à l'heure sur les différentes associations qui existent, des associations comme BH3 par exemple, BH3 qui réalise quand même, qui co-organise quand même l'événement sur lequel on est. Donc, c'est une association qui a quand même un certain poids, on va dire. C'est une association très ouverte. Nous, ils sont adhérents de la FFJV depuis 3-4 ans. Ils ont toujours été très impliqués, ils ont toujours eu des valeurs qui sont vraiment en adéquation. Elles sont pas retrouvées dans une association caritative ou une association standard qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. Et si vous êtes sur Rouen, aux alentours, en Normandie,
Si vous avez envie de vous lancer dans dans une association, découvrir un petit peu ce qu'est l'e-sport ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien rejoindre des associations comme BH3, comme eSport Club Normandie ou toutes ces associations justement qui sont de territoire, qui sont sur le territoire et qui ont des valeurs qui seront en adéquation avec l'inclusion, notamment les inclusions, les valeurs de mixité et compagnie. Merci Tristan. Oui, tout à fait. Nous, en tout cas, on est là avec les associations locales pour justement, comme disait Alexandra, accompagner les femmes et montrer qu'elles ne sont pas toutes seules et on comprend. Et oui, je rigolais tout à l'heure quand tu parlais de quand tu te sentais seule, quand on entendait des choses toxiques, parce que des fois on joue ensemble, et encore la semaine dernière, ça partait en live, même s'il y a des protections, comme tu dis, on avait entendu quoi, retourner à la cuisine, voilà. Donc Alexandra a pété un plomb pendant 10 minutes. Je l'ai calmé, je lui ai dit que on a tendance à focus sur une personne, mais je lui ai rappelé que il y a d'autres personnes qui sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, et je l'ai pas laissé dans son coin, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est faut pas hésiter à aller chercher de l'accompagnement, tout le monde a son rôle à jouer en fait. Si vous êtes spectateur, si vous agissez pas, vous êtes participant au problème, si je puis dire. Donc on est tous acteurs de ça. Et j'espère que l'année prochaine et les autres années, il y aura plus de femmes. Parce que là, si je me retourne, il n'y a pas beaucoup de joueuses. Clairement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. À moins que vous ayez un autre... non, je pense qu'on a bien discuté sur le sujet. Merci beaucoup d'être venu pour parler de ce sujet. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres débats. On va vous retrouver notamment pour un débat sur donc tout ce qui est débouché de formation dans le jeu vidéo. Et on n'a pas beaucoup parlé des différents métiers. On en a évoqué quelques-uns, mais on pourra en parler un peu plus tard si ça vous intéresse de savoir quel type de métier existe. Spoiler, il y en a plus de 50 dans l'industrie, donc il y en a forcément un qui peut vous aller. Et puis, nous, on sera sur le côté d'ici l'autre table ronde. Si vous avez des questions après ou besoin de conseils ou que sais-je, n'hésitez pas à venir nous parler. merci à tous. À tout à l'heure.